Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir mes chers auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est excellent. Ce soir, comme tous les dimanches à 19h, je suis ravie de vous retrouver tous pour une heure de direct et d'échange. Une heure riche des histoires et des parcours de ceux qui incarnent l'excellence française sous toutes ses formes. On le dit souvent ici, être excellence, cela va avec la force d'une implication sans détour. Et c'est bien le cas pour Yamina Benguigui qui est avec nous ce soir. De réalisatrice à productrice ou femme politique, ses combats pour la mémoire, celle des femmes, des immigrés, son engagement écologique et ses témoignages en images la font incarner son parcours avec conviction et c'est excellent. On va parler French Tech dans la Made in French Tech tout à l'heure avec Étienne Mineur qui est cofondateur de Volumique Édition, une maison d'édition et un studio de conception et de développement de nouveaux types de jeux, de jouets et de livres basés sur la mise en relation du tangible et du numérique. C'est presque philosophique. Et en seconde partie de cet excellent, ne ratez pas le dessinateur de presse et auteur de bandes dessinées et de dessins animés Jules, parce qu'être excellent, ça veut aussi dire se battre pour la liberté d'expression avec humour, surtout en ces temps troubles que nous traversons, c'est d'autant plus important. Jules qui vient aussi nous présenter le dernier album de Lucky Luke, mais je ne vous en dis pas plus, on va le découvrir tout à l'heure. On est avec vous jusqu'à 20h et c'est excellent. Bienvenue sur Sud Radio, Yamina Benguigui. Bonsoir. On parlera tout à l'heure évidemment de l'actualité mortifère que nous vivons depuis vendredi suite à l'assassinat du professeur des écoles Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine et de son atteinte directe au fondement même de notre République française en danger, puis de la manifestation d'aujourd'hui. Mais tout de suite, on va commencer par votre parcours. Vous êtes une enfant de la République, Yamina Benguigui, d'origine algérienne et née en France. Et c'est important de le souligner pour deux raisons. Cela a gouverné vos choix artistiques et créatifs, très clairement, depuis toujours, et vous incarnez ce que la France fait de bien en termes d'intégration, même si je n'aime pas ce mot, ça résonne bien en ce moment. Ça vous parle, Yamina Benguigui, ce que je dis ? Oui, ça me parle, mais je rajouterai après intégration, enracinement. Enracinement, oui. Voilà, c'est oui. Ça me parle bien dans le micro. Ça me parle, l'enracinement. L'enracinement. Alors pour quelle raison l'enracinement plus que l'intégration, justement ? Ce sont mes parents qui sont arrivés en France donc pendant la guerre d'Algérie et donc mon père était un militant actif. Oui, on va en parler tout à l'heure. Et ensuite, nous sommes nés ici, mais pendant longtemps, effectivement, nous sommes dans le hors-champ de la France. Oui. La première génération, elle est dans le hors-champ. Mais c'est nous qui allons changer cette immigration de quelque part ou de travail ou de mon père. C'est une petite minorité, mais c'était surtout une immigration de travail. Oui. Et nous allons nous allons changer cette immigration. Nous allons nous enraciner. Comment vous faites pour la changer ? À l'insu peut-être de nos parents, mais nous nous sommes enracinés, oui. Quand vous dites enracinés, c'est-à-dire que le fait Nous avons pris racine ici, que le retour qui a souvent été porté par nos parents ou par la société française, on se retrouvait au milieu, mais parce que moi j'ai choisi de faire, comme le cinéma ou parler de la mémoire, j'ai choisi vraiment le principe de l'enracinement. Parce qu'intégration, ça allait parfois 10 ans, et puis soudain arrivait une nouvelle loi où on nous reparlait d'intégration ou de parfois. Alors que vous êtes né en France en plus. Mais oui, c'était ça le sujet. Mais on vous demande toujours, vous êtes né où ? Alors, vous êtes de quelle origine ? Vous racontez votre histoire. Mais en vrai, tout ça n'est pas un sujet. Il faut juste l'affirmer. C'est important, je suis bien d'accord. Alors votre père, justement, il a dirigé le mouvement national algérien, le MNA, qui était un opposant, il faut le dire, c'est important, à la prise d'armes du FLN à l'époque. Est-ce que ces goûts pour la politique et la juste cause vous ont été transmis finalement, en quelque sorte ? Oui, ça c'est sûr. Mais après, j'ai pris mon envol, je n'étais plus en accord avec lui, justement sur le fait que dans le contrat de départ des parents, il y a le contrat du retour. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on doit repartir à un moment donné. Lui, il voulait rentrer. Mais oui, sinon
ses années de prison en France n'avaient plus de sens. Il s'était battu pour l'indépendance d'un pays et à un moment donné, le piège s'est refermé finalement sur son Et il n'est projet. jamais retourné en Algérie ? Ben non, puisque les enfants étaient nés ici. Oui. C'est fini. C'était terminé. Et surtout, la guerre d'Algérie, enfin en tout cas tous les hommes et femmes qui ont mené une guerre ici, qui était plus une guerre économique, mettre des usines en grève, etc. Ces gens-là sont totalement invisibles. Ils n'existent pas pour le pays. Ouais. Et ils n'ont rien, on ne sait pas, on ne connaît rien d'eux en France. Donc c'est vraiment, on a grandi comme ça. On a grandi. Donc c'est un enracinement qui a été permis grâce à un déracinement finalement. C'est-à-dire que pour eux, il y avait toujours la volonté du retour. Mais pour nous, c'était fini. Ça, c'est l'histoire de tous les hommes et les femmes qui quittent un jour, soit poussés par leur pays, soit poussés par le besoin et la nécessité, ou pour d'autres raisons, des raisons politiques. Je pense que le retour, il est compliqué. Il est fantasmé. Ça reste un fantasme. Beaucoup de problèmes aussi avec la communauté maghrébine, où les parents sont venus, ou pour ne pas déplaire aux parents, on va montrer que le pays d'origine est toujours plus important. Donc à la première question, vous êtes française, on va réfléchir, on va pas répondre tout de suite. On dira, ouais mais je suis algérien, ouais mais je suis marocain, mais je suis français. Bien sûr, vous êtes française. Moi j'ai décidé d'assumer cet enracinement, oui. Alors, Yamina Benguigui, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma, donner à voir les choses humaines et terrestres qu'il faut changer ou préserver, c'est ça ? C'est déjà l'invisibilité, c'est-à-dire pour moi l'invisibilité de mes parents, on en prend conscience rapidement, surtout quand on est dans une ville de province. J'ai rêvé, depuis l'âge de 14 ans, il y avait un petit ciné-club, je rêvais de faire des films. Mais ça allait un peu plus loin. J'avais envie aussi de raconter. Enfin, quand on a envie de faire des films, c'est qu'on a envie de raconter des histoires. Non, on a envie de raconter des histoires. D'abord, son histoire. C'est ça, bien sûr. Mais il n'y avait pas de modèle. Enfin, je voyais pas la tête de mon père à la télé, au cinéma ou dans des concerts. Non, rien. Il y avait rien pour se raccrocher. Donc mais il a fallu un construire. jour, j'ai vu America, il y a qui quand même racontait l'histoire d'un petit Anatolien parti, arrivé. Donc j'ai trouvé que finalement raconter l'histoire aussi d'immigrés, c'était des vraies histoires. Bien sûr. Alors votre envie de mise en lumière des questions d'immigration entre l'Afrique du Nord et la France, elle connaît le succès en 1997 avec votre série de 3 documentaires, Mémoire d'immigrés, qui reçoit le Golden Gate Award au San Francisco International Film Festival et le prix Michel Mitrani du FIPA. On ont aussi été tirés un livre et une bande dessinée. Vous y racontez donc finalement en quelque sorte votre histoire et celle de vos parents. C'est ça que vous racontez ? C'est un documentaire. Il y avait déjà un premier documentaire qui était Femmes d'Islam. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Bien avant, 92, dont un des volets s'appelait Le voile et la République. Tout à fait. À partir de là, j'ai eu envie de raconter la mémoire de l'immigration maghrébine, qui s'appelait Mémoire d'immigrés, l'héritage maghrébin. Cette histoire n'existait pas en images, donc c'est bien des documentaires, des gens que j'ai rencontrés. En plus, nous sommes d'une culture où on ne parle pas, où on ne dit pas, on ne doit rien dire. Parce qu'on trahit là-bas et on trahit ici, on trahit notre culture. Enfin, la trahison est partout. Et j'ai mis 3 ans pour faire ce documentaire qui a été vraiment un moment important dans notre histoire, dans l'histoire de l'immigration maghrébine en France. Alors justement, la liste de votre réalisation, elle est riche et longue, on l'a dit, il y a beaucoup de documentaires, puis il y a 2 fictions importantes. Inch'Allah Dimanche, qui est sorti en 2001 avec un casting algéro-français comme Fejria, Deliba ou Mathilde Seigné, qui retrace l'arrivée en France d'une femme et de ses enfants rejoignant un père de famille qu'ils ne connaissent que très peu et de l'accueil glacial des Français qui partagent leurs cours. Puis il y a Sœur qui devait sortir plus tôt, mais qu'on pourra
pourra découvrir sur les écrans en février 2021, c'est ça ? Non, mais il a toujours été prévu de sortir le 10 février 2021. Donc Donc ça n'a pas bougé la date. D'accord. Et dans ce film, donc, vous avez Rachida Brakni, Isabelle Adjani, Maïwenn Lebesco, Afsia Herzi, qui racontent la déchirure d'une fratrie quand l'une décide de raconter à l'écrit son père mourant. Donc on ne doit rien dire, justement, c'est une trahison, c'est ça que vous racontez encore votre histoire à travers ce film. Oui, parce que je pense qu'on raconte toujours les péripéties, mais... Et pourquoi la fiction alors ? C'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire. Oui. C'est la problématique de l'immigration, de l'enracinement, mais derrière tout ça, il y a aussi la problématique des femmes. Bien sûr. C'est au bout, qu'est-ce que nous avons le droit de dire, nous, femmes musulmanes, issues de l'immigration algérienne, à quel moment on peut se raconter, parler, et puis à un moment donné, c'est quasi impossible de rester en famille, on doit partir, on doit se sauver, on ne doit plus revenir. Et c'est ce que raconte Sœur. Donc c'est l'exil pour pouvoir exister en fait, hein, c'est ça, pour la liberté. C'est partir parce que vous n'êtes plus en accord, surtout avec votre père, qui a un autre projet pour vous. Et c'est comment faire votre projet sans démolir cette unité. Sauf que je ne vais pas raconter, mais il y a un drame dans ce film où elles vont devoir revoir un père qu'elles n'ont pas revu depuis 20 ans, mais il est en Algérie. Donc nous avons tourné en Algérie. Tout ça juste avant le Irak, avant les Gilets jaunes, il y a eu un film dans le film parce que on était un peu en nomade, en attendant que les choses se calment. Donc c'est un vrai film de femme qui pose aussi la question de qu'est-ce que nous sommes là-bas et qu'est-ce que nous sommes ici et comment peut-on en tout cas se réconcilier avec les pères, ce sera compliqué, mais avec notre histoire. Voilà. C'est très intéressant tout ça. Yamina Benguigui, vous êtes bien sur Sud Radio, la radio qui vous parle vrai, et c'est bien le cas ce soir. C'est excellent, en compagnie de Yamina Benguigui, qui sera rejointe tout à l'heure par le dessinateur de presse Jules. On revient tout de suite, ne bougez pas. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent de vous retrouver ce soir, comme chaque dimanche, en direct et à 19h, pour échanger autour de l'excellence française, de cet esprit français polyforme qui nous caractérise et qu'il nous faut plus que jamais défendre. Ce soir, c'est l'excellente réalisatrice et femme politique, mais pas que, j'aurais envie de dire, Yamina Benguigui, qui vient nous raconter son parcours et ses engagements. Elle sera rejointe en deuxième partie par l'excellent lui aussi dessinateur Jules, qui vient de nous offrir un superbe nouvel album de Lucky Luke et dont la venue résonne avec cette actualité terrible que nous traversons. Juste avant de le rejoindre, nous parlerons tech d'un nouveau genre avec le cofondateur de Volumique Édition, Étienne Mineur. Mais tout de suite, on reprend avec Yamina Benguigui et l'enfer de l'actualité à Conflans-Sainte-Honorine. Yamina Benguigui, le professeur des écoles Samuel Paty a été décapité. Ce mot est terrible, car il enseignait la liberté de parole et de blasphème à ses élèves. Tué par une version sanguinaire d'un islam qui n'est pas celui de notre France. Est-ce que vous pensez que notre République est en danger, Yamina Benguigui ? Approchez-vous du micro. Moi, je pars du principe qu'il ne faut absolument pas dire ça. La République en danger, ça va leur faire trop plaisir. Non, il faut que l'on montre la République est une force. Oui. C'est pas rien, une République. Et c'est pas rien, la France, on a le droit on a des libertés, on a le droit de pratiquer, de pas pratiquer. Je peux côtoyer. Il y a des pays où les religions ne se côtoient pas, où tout est compliqué, complexe. C'est une chance exceptionnelle. Donc aujourd'hui, nous traversons ce drame qui est l'intégrisme religieux et plus particulièrement l'intégrisme islamique. Alors, tout ça est aussi parti, c'est quelque chose qui arrive, il y a un passé sur cette histoire. L'islam de mes parents
ce n'est absolument pas ça. Moi, j'ai été éduquée dans la religion musulmane. Oui. J'ai eu d'autres soucis, c'est-à-dire qui n'avaient rien à voir avec la religion musulmane, qui était juste comment le rapport aux femmes, vit sa propre vie. Oui. Je suis une femme, là je ne veux pas rentrer, je veux vivre ma vie, Oui. je veux faire du cinéma. Ça, ce sont des... Qu'est-ce que c'était l'islam de vos parents? Mais l'islam de mes parents, déjà, c'est-à-dire que déjà, il faut savoir que ces terroristes remettent en question les autres musulmans. C'est ça. C'est-à-dire que l'islam de mes parents, l'islam de ma mère, c'est on pratique où on veut, surtout chez soi. On n'a pas besoin de... Pas de prosélytisme. Pas de prosélytisme. On n'avait pas à dire... Par exemple, moi, j'ai fait le ramadan très longtemps. Oui. Je n'avais pas à dire à l'extérieur, je fais le ramadan, c'est comme si, c'est comme... Non, je dois le vivre comme... Une chose personnelle. Quelque chose de personnel. Je crois que j'ai été éduquée et ça a été très fort dans le côté personnel de la foi. Et mes parents terminaient toujours en me disant, de toute façon, c'est entre Dieu et toi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir de là, si je veux le faire différemment, je serai avec ma conscience, en vrai. Sauf que là, depuis l'avènement, enfin ça date maintenant de 1979, depuis l'avènement de l'ayatollah Khomeini, Oui. on a vu un islam noir. Alors je vais même pas dire ça fait 40 ans, quoi, hein. Je vais même pas dire rétrograde parce que c'est une autre sorte d'islam. C'était les chiites, mais très vite les chiites ont fait une guerre aux sunnites. Enfin, on parle très peu de que c'est d'abord une guerre entre musulmans. Mais ici, on a été abreuvé d'extrémisme. Donc, les réseaux sociaux, tout ça, je ne vais que dire des banalités. Oui, mais l'ayatollah Khomeini, vous dites que ça date d'il y a 40 ans, donc 79. Ça fait 40 ans qu'on a un problème ici, en fait. En 79, c'est l'impact de l'islam politique. C'est-à-dire qu'on met en place un système religieux qui va être là jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, c'est la première fois qu'on voit apparaître dans le monde, même des femmes entièrement voilées, mais pas du tout des victimes. Elles étaient partie prenante. Partie prenante elles étaient dans les rues en train de haranguer les foules. Enfin, on a tous découvert ça. Donc, il y a entre les chiites, les sunnites, mais surtout... si je reviens au Maghreb, qui est quand même l'immigration musulmane en France, elle est à quasiment 100% maghrébine. Nous n'avons pas du tout la même histoire, mais pas du tout. Ce que nous voyons là, ce sont des influences qui viennent du Moyen-Orient, aussi bien les frères musulmans, on voit aussi le mélange, ce niqab porté, tout ça, ça vient, cette image-là, elle est chiite, alors que 100% des gens ici sont sunnites. Donc il y a un mélange de tout, déjà entre musulmans, et cette violence. Juste pour terminer là-dessus, je donne toujours cet exemple. Quand je tournais Femmes d'Islam, j'ai fait 14 pays musulmans. Oui. Exemple, je vais tourner au Yémen, dans l'avion, on me demande gentiment, il y a une petite annonce, vous arrivez au Yémen, il faut que les femmes mettent un fichu sur la tête, mais ça ne se discute pas. Donc je pense que la République, la laïcité, ça ne se discute pas. Il n'y a pas de sujet. C'est impossible. Et alors, comment ça se fait qu'elle est aussi discutée? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amalgames politiques en France, beaucoup de courants, aussi bien ça va du Front National en passant, on sait bien que depuis les années 80... on ne maîtrise pas les mots. Enfin, maintenant, tout ça n'est la faute de personne. Puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut juste faire une espèce de fatwa comme ça, et n'importe qui peut aller. C'est ça. Donc, moi, je trouve qu'on avait déjà laissé faire ce qu'on se disait tout à l'heure. Depuis 25 ans... On a trop laissé faire, en fait. Depuis 25 ans, même... Là, je parle en tant que musulmane.
vraiment, nous avons été choqués du laisser-aller. Alors, après, il y a un vrai sujet, c'est on a abandonné beaucoup de territoires. Beaucoup de territoires. C'est ce que racontent mes documentaires, que ce soit Le plafond de verre. On a alerté, on a parlé des discriminations, on a dit c'est très grave, forcément on se retrouvera dans quelque chose de communautaire et identitaire avec la religion. Lorsque vous avez des gens des HLM de l'époque, dans les années 80 par exemple, on dirigeait, par exemple, si les familles sont algériennes, dans la tour des Algériens. Ouais. Dans la Donc on tour a créé le communautarisme, en fait. Mais totalement. Après, le repère reste voilà, l'islam, qui aujourd'hui, n'ayant pas de clergé, chacun fait sa loi. Merci pour ce partage, Yamina Benguigui, et surtout restez avec nous. Un peu de bonheur et de tech pour respirer. On rejoint Étienne Mineur, qui est cofondateur de Volumique Édition, une maison d'édition et un studio de conception d'un genre nouveau. Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech. Bienvenue sur Sud Radio, Étienne Mineur. Bonjour. Bonjour. Alors un petit rappel pour nos auditeurs, vous êtes cofondateur de Volumique Édition, une maison d'édition et un studio de conception et de développement de nouveaux types de jeux, de jouets et de livres, basés sur la mise en relation du tangible et du numérique. Vous voulez bien nous expliquer ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Oui, c'est un peu long. C'est assez simple, il y a une dizaine d'années, même un peu plus pour tout vous dire. Moi, je suis designer, je viens du domaine numérique, j'ai toujours travaillé dans le domaine numérique, et puis il y a une dizaine d'années, j'ai voulu retourner au papier. C'est-à-dire qu'un peu le contraire de tout ce que tout le monde faisait. Et puis avec d'autres amis qui étaient ingénieurs, développeurs, on avait un besoin, alors c'est peut-être la quarantaine qui est arrivée, et les enfants aussi surtout. Vous n'êtes pas acheté une Ferrari au moins? Non. Non, pas du tout. Et on a voulu revenir aux objets physiques et au papier. Et vous voyez, moi, quand j'ai fait mes études, c'était dans les débuts, fin des années 80, en tant que designer, on me disait déjà que le livre allait disparaître. Mais actuellement, il n'y a jamais eu autant de livres. Bien sûr. Alors, les éditeurs déjà avaient très peur du papier, des choses comme ça. Et ayant travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans le domaine numérique, en tant que designer et directeur artistique, en revenant au papier, je pensais retravailler dans l'édition jeunesse, par exemple, mais en disant, mais ce qui s'est passé dans le numérique, c'est absolument extraordinaire. Dans tous les domaines, et j'ai pas envie de le perdre. C'est pas parce que je reviens au papier. Voilà. Donc en gros, j'ai voulu faire des jeux vidéo en papier. Voilà. En résumé, en étant très résumé. Donc en gardant l'avantage du support numérique et les avantages des supports physiques et surtout le papier, puisque c'est vraiment donc c'est numérique et du physique papier. en même temps. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous proposez comme type de jeu ou de livre, par exemple, justement? Alors, on a commencé juste avec l'arrivée des premiers smartphones. L'idée, c'est, en fait, alors pour tout vous dire, je travaillais un peu pour Nokia et des gens comme ça, donc on était au courant. On savait pas que c'était Apple, mais on était au courant que le smartphone allait arriver et allait vraiment bouleverser beaucoup de choses. Et on savait pas que tout le monde allait en avoir. Moi, je suis pas du tout devin là-dedans, mais actuellement, honnêtement, ne pas avoir de téléphone portable, c'est presque un choix. Moi, je suis prof, j'ai des étudiants. Non, mais exactement. Moi, j'ai des étudiants très hipster, on va dire, qui refusent le téléphone portable classique. C'est vraiment un choix dans sa vie. Faut le dire. Vous êtes bloqué. Donc, en gros, c'était l'idée de mélanger les deux. Donc, par exemple, le premier jeu que l'on a proposé, c'était un petit jeu tout simple avec un petit livre en papier et un petit ballon, voilà, qui est là. On est à la radio, mais vous allez imaginer. C'était un petit ballon en papier que vous posiez juste sur la tablette. D'accord. Et on avait une ombre numérique. Et c'était juste en glissant son doigt sur la tablette. Alors c'est très dur à expliquer, mais on avait l'impression que le ballon décollait parce que tout d'un coup l'image numérique, elle devenait de plus en plus petite et l'ombre disparaissait. On avait l'impression que le ballon décollait. D'accord. Et l'idée c'était juste ne pas rajouter d'éléments électroniques compliqués. Déjà, vous voyez, une tablette électronique ou un téléphone, ça coûte déjà très cher, ça pollue beaucoup, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc l'idée, c'est juste rajouter des petits morceaux de papier qui sont plus ou moins connectés avec la tablette. Bien sûr. Et après, allez-y, pardon. Non, je vous en prie, allez-y, parce qu'il nous reste peu de temps. Non, mais en fait, après, en bidouillant, entre guillemets, en testant, en faisant plein de petits prototypes, on a trouvé une solution, mais vraiment toute simple, avec de l'encre argentée, et on a réussi à faire communiquer, à faire savoir à la tablette ou au téléphone qu'un objet et quel était cet objet était posé sur lui. D'accord. Et donc, on s'est retrouvé dans le domaine des brevets, on a travaillé pour Hasbro, on a travaillé aux États-Unis beaucoup. Avec vraiment une idée toute simple, c'est juste un peu d'encre argentée et du papier, et on arrive à faire des objets connectés. Donc, l'idée là de Volumique, c'est vraiment ça, c'est de travailler d'une manière, ce qu'on appelle très frugale, c'est-à-dire très
la plus minimaliste possible au niveau des matériaux et de l'écologie. Et même n'importe qui peut le faire à la maison. Ça marche très très bien. J'ai un papier à découper, vous le posez sur la tablette et ça marche. Ouais. Exactement, c'est des petits origamis à coller sur la tablette et après vous téléchargez la tablette, l'application. Voilà. Merci beaucoup Étienne Mineur. On peut retrouver sur toutes vos créations donc sur votre site internet www.volumique.com. Ouais. Je me suis pas trompée? Non, c'est exactement ça. Merci pour votre témoignage. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. C'est excellent et on continue dans un instant avec la cinéaste Yamina Benguigui et le dessinateur de presse Jules. Il est 19h28 sur Sud Radio. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Bienvenue chez vous dans cet excellent, votre émission qui crée le lien et qui donne la parole à ceux qui tracent leur destin à la force de la passion. Tout cela sur Sud Radio, je l'ai dit, votre radio préférée, évidemment. Bonsoir et bienvenue Jules. Bonsoir. Alors Jules, vous êtes dessinateur de presse et vous êtes connu pour votre humour pointu et vos caricatures parfois acides et souvent très justes. Mais avant de devenir dessinateur de presse, vous vous êtes pas mal cherché, comme on dit, vous avez fait de longues études, vous êtes agrégé d'histoire, chercheur en sinologie et vous avez été prof à l'université. J'ai envie de dire, mais quelle mouche vous a piqué ? En fait, je continue à me nourrir de ce passé d'historien. Moi, j'étais spécialisé en histoire chinoise, mais finalement, tout m'intéressait. Et c'est vrai qu'ensuite, quand il s'est agi de me passer du côté de la bande dessinée et de faire des albums, la matière de l'album, c'était à la fois l'actualité, notre société, les questions politiques, parce que ça, je m'en étais nourri comme dessinateur de presse, à commenter l'actu pendant des années. Et puis, évidemment, cette grande culture, je dirais, pas seulement populaire, mais classique. Alors, bien sûr, philosophique, littéraire, mais historique. Et il y avait, par exemple, une de mes premières séries qui s'appelle Silex and the City. C'était une façon de, en gros, mettre en scène notre époque contemporaine, mais par le prisme, la petite lorgnette du paléolithique. C'était une famille de l'âge de pierre, il y a 40 000 ans, et ça permettait de parler de tout. Il y a eu 9 albums, 180 épisodes du dessin animé sur Arte, et c'était extrêmement nourri par mon expérience d'historien, parce que j'avais fait beaucoup de recherches. Voilà, c'était la manière un peu incorrigible des profs, des profs d'histoire géo. Voilà, vraiment avoir cette espèce de pensée particulière pour l'idée de la transmission, en fait, qui est quand même magnifique. Moi, j'ai toujours ressenti un peu un sentiment de culpabilité d'avoir lâché l'enseignement en même temps. Et quand je retrouve mes copains avec qui j'ai étudié, etc., qui eux, ont choisi cette espèce de sainteté absolue. Moi, j'ai une admiration farouche pour les profs aujourd'hui. Les conditions dans lesquelles ils travaillent et le contexte qui est insensé, dans lequel ils transmettent la chose la plus fondamentale pour nous tous. À mon échelle, j'ai transposé ça un petit peu. Et donc, bien sûr, l'idée de mes blagues et de mes bandes dessinées, c'est de se marrer, de critiquer la société. On peut parler, on dit liberté d'expression, esprit critique, mais aussi de transmettre un savoir, de transmettre des connaissances. Donc, à travers mes déconnades, Silex and the City, y a quand même aussi pas mal de fonds, pas mal de fondamentaux qui sont transmis. Idem avec une autre série maintenant qui a un peu pris le dessus, qui s'appelle 50 nuances de grec. J'allais en fait, je ne pourrais plus rien dire. Vous avez il faut que je me taise. Je vous laisse poser des questions entre les... Je fais des tunnels. Donc 50 nuances de grec, allez-y. Et voilà, et 50 nuances de grec, c'est la mythologie grecque, à notre sauce d'aujourd'hui. Pareil, les albums de bande dessinée, la série animée. Et là aussi, en fin de compte, c'est, je sais, enseigné par les professeurs de latin grec au collège ou au lycée. Parce que, la transposition des métamorphoses d'Ovide, la transposition de l'Iliade et l'Odyssée, comme ça, avec ce choc par rapport à nos problématiques d'aujourd'hui, que ce soit des problématiques de société, de drague, avec les applications adopteungrec.com, des choses comme ça, ou alors justement les violences sexuelles, c'est que ça, la mythologie grecque, c'est que des violeurs, des harceleurs, le panthéon grec, ils auraient tous déjà des hashtags. On a fait le hashtag MeToo, mais c'est déjà prémonitoire. Voilà. Vous l'avez fait avant MeToo ? Mais les Grecs avaient anticipé un petit peu toutes ces problématiques. Bien sûr. Alors, vous avez créé des dessins pour la télé, beaucoup, mais bien sûr pour la presse écrite. Donc, vous avez bossé pour Le Point, Lire, Philosophie Magazine, Marianne, Les Échos, Le Monde, et puis Charlie Hebdo. Est-ce que c'est dangereux d'être dessinateur de presse aujourd'hui, Jules ?
Oui, c'est assez dangereux d'être dessinateur de presse. Ce serait mentir que dire le contraire. Moi, je fais plus du dessin d'actualité. Au départ, c'était parce que j'en avais ras-le-bol d'être prisonnier des thèmes imposés par l'actualité. De devoir répéter, il y a ce qu'on appelle les marronniers, des sujets qui reviennent encore et encore. Et c'est vrai que j'avais l'impression que j'avais donné tout le jus que je pouvais presser de mon citron sur ces sujets. Et puis, il y avait cette pression qui montait petit à petit, justement, sur les dessinateurs. Et aujourd'hui, effectivement, dès qu'on s'empare des sujets, en particulier religieux, on joue avec de la dynamite. Et en même temps, c'est une responsabilité, une noblesse, une énorme dignité de la part des dessinateurs de faire ça. Alors moi, je m'en suis éloigné d'une certaine façon, donc j'ai un peu ce confort du décalage historique, de pouvoir parler de ça il y a 40 000 ans, de pouvoir parler de ça à l'époque de l'Antiquité. Ce qui vous donne une grande liberté finalement. Ça donne une grande liberté, et en même temps, j'ai pas non plus envie de me planquer derrière mon petit doigt, donc je traite des sujets, des sujets délicats quand même. En fait, je m'interdis pas les sujets à ma façon. Et il se trouve que moi, malgré tout, et c'est mon tempérament, bien sûr, je suis toujours du côté de l'humour, de la satire, avec un côté un peu grinçant et mordant, et en même temps, c'est toujours un petit peu indirect. Donc je rentre toujours par la fenêtre de derrière. Je sais pas, il y a des gens qui font des dessins coup de poing, comme ça. Moi, c'est pas exactement ma façon de faire. C'est un tempérament. Je crois que vraiment, moi, je peux admirer en tant que lecteur et mourir de rire avec des dessinateurs qui sont plus frontaux comme ça et brutaux. Moi, c'est un petit peu indirect, mais malgré tout, c'est toujours un peu Vislar aussi, c'est-à-dire que j'aime bien, quand même, taper là où ça fait mal, et y compris quand je suis juste scénariste. Vous parliez tout à l'heure du Lucky Luke. Voilà. On va y revenir. Reprendre Lucky Luke, pour moi, c'est quelque chose où on ne peut pas juste s'amuser seulement. Bien sûr, il faut s'amuser. Mais il faut aussi aborder des choses délicates, parfois douloureuse. Voilà, il y a une mission aussi pour ça. Alors on va y revenir tout à l'heure, mais je le montre pour nos auditeurs. Le dernier album de Lucky Luke se passe dans les champs de coton dans le sud, un cow-boy dans le coton. C'est sorti chez Lucky Comics et ça traite donc d'un sujet qui est peu traité en BD, qui est l'esclavage, à travers le prisme de Lucky Luke qu'on a l'habitude de voir plutôt dans le Far West. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de raconter une histoire. C'est très intéressant, on va y revenir tout à l'heure. Mais justement, vous entrez dans le monde de la BD avec Il faut tuer José Bové, c'est ça? Voilà, Il faut tuer José Bové. J'avais jamais fait d'album et je sors ce truc. Et donc c'est un ouvrage dans lequel vous vous foutez des travers, vous en foutez carrément, foutez de leur gueule, quoi, on peut le dire, des altermondialistes. Pour quelles raisons les altermondialistes? En fait, c'était un moment, il faut voir, c'était en 2005, mon premier album, et c'était la grande période des forums sociaux mondiaux, justement de la contestation. Voilà, on découvrait Attaque, on découvrait l'altermondialisme qu'on connaissait pas, et effectivement, c'était des problématiques, moi, qui m'importaient énormément. Pour la première fois, on ouvrait vraiment collectivement les yeux sur les atteintes à l'environnement, sur les inégalités nord-sud telles qu'elles s'étaient développées, sur la surfinanciarisation du monde. En fait, énormément de thèmes croisés. Et puis donc, moi, en tant que dessinateur, je les mettais en scène, toutes ces problématiques. Et en même temps, je me rendais compte, pour avoir fait des reportages dessinés dans ces différents forums, qu'il y avait le pire et le meilleur, à la fois des grands scientifiques, des gens qui alertaient sur les choses les plus fondamentales, et puis des gens qui étaient totalement des zinzins, descendus de leur planète. Et donc, c'est cela que vous avez traité, en fait. Et comme d'habitude, de toute façon, moi j'ai le principe de qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire que les choses que je connais bien, j'aime bien les mettre en scène pour mettre en avant les contradictions, pour les mettre en lumière, les ridicules de tout ça, justement pour avancer, pour dire bien sûr c'est contradictoire, bien sûr il y a un côté un peu ridicule, parfois du militantisme, du prêchi-prêcha, mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même se remettre autour de la table et reparler de ces problèmes. Parce qu'en fait, ce qui est quand même un peu vertigineux et effrayant, c'est que toutes les formes de militantisme et d'engagement qui sont extrêmement nobles et qui tombent parfois dans une espèce de catéchisme. Moi, je suis aussi critique avec les religions à cause de ça. Il y a un côté un peu normatif, un petit peu, je dirais, prémâché de tout ce qui est finalement la pensée idéologique, religieuse, politique et tout simplement les slogans même de la culture de consommation de masse où c'est de la publicité, on dit des phrases finalement sans vraiment se les être appropriées, on est un peu parlé par son propre langage. Ce truc-là, en fait, fait que toutes les critiques ensuite empêchent le débat, empêche la continuation de la pensée. Et donc, moi, je trouve que rire de tout ça, ça permet finalement de remettre les gens autour d'une table et de peut-être ensuite passer à l'étape suivante de réflexion. C'est-à-dire que le rire, je pense que un peu la crainte, la coercition, la trouille en général, la lâcheté, et puis la fatigue, tout simplement la difficulté de ce que c'est que vivre aujourd'hui, encore plus maintenant avec ces temps de Covid où on s'enfonce dans une espèce de crise totalement déprimante. Là, il va falloir que je cours chez moi après cette émission pour être à l'heure, pour pas me faire arrêter dans la rue. Je ferai un mot si vous voulez. Voilà. Et en fait, le rire permet, par rapport à cette horizontalité où on est un peu réduit en carpette, de reconquérir une forme de verticalité. Voilà. Il y a une humanité du rire à cause de ça. C'est vraiment moi, ce qui me meut et finalement la vertu
de l'humour, c'est pas seulement juste de la rigolade, il y a un côté un peu, voilà, une forme d'élévation collective. Yamina Benguigui et Jules, vous êtes tous les deux à votre manière des défenseurs de la République. C'est une question pour tous les deux, mais on va commencer par Yamina Benguigui. Pourquoi est-ce important de protéger la laïcité et le droit au blasphème en France ? Pourquoi est-ce que c'est tellement important ? J'ai presque envie de dire, c'est la France. C'est une bonne réponse. C'est la France. C'est la France qui fait rêver. C'est la France la France des droits de l'homme, le pays des Lumières. Enfin, tout ça, ça a une résonance énorme, en tout cas pour le reste de la planète. Parce qu'on est une sorte d'exemple, en fait, en termes de droits de l'homme et tout ça. Bien sûr. C'est évident. Ça vous parle, Jules ? Oui, vous parliez tout à l'heure de l'enracinement. C'est-à-dire qu'on a des enracinements, ces terroirs, en fait. Hein. Cette liberté-là, cet esprit-là français, c'est le terroir français. C'est extrêmement légitime que dans les zones tribales du Pakistan ou que dans les pays du Golfe, on soit choqué, horrifié, scandalisé par des caricatures sur le prophète de l'islam. Oui. Et c'est complètement normal, parce qu'il y a un contexte. C'est culturel, quoi. On peut le comprendre. En revanche, c'est totalement impensable qu'en France, on ait ce contexte-là transposé, parce que on est dans un monde extrêmement maintenant fragmenté, virtualisé, sans racines. Cette espèce de grand souffle numérique qui traverse Internet et qui fait qu'on est tous un petit peu logés à la même enseigne. Et puis dès qu'on bouge une tête d'épingle quelque part sur la planète, il y a une conséquence, une répercussion ailleurs. Mais en fin de compte, avant tout, on est quand même les pieds ici et maintenant dans un endroit où on vit. Et en France, quand on parle de la France, c'est ce terroir-là qui est... C'est l'esprit français, quoi. Voilà, qui ne peut pas, sans lequel tout meurt, en fait. Donc voilà, on enlève l'humus à un écosystème, tout meurt. On a des problèmes d'environnement, cet environnement mental et culturel, il fonctionne presque de la même façon. Vous êtes tous les deux officiers des arts et des lettres, faut le savoir. Est-ce selon vous, car la France... On trouve que vous nous parlez avec assez peu de respect depuis tout à l'heure par rapport à notre statut. Oui. Yamina, c'est pas du tout une émission où je mets les gens à l'aise. Oui. Donc vous êtes quand même, il faut le dire, tous les deux officiers des arts et des lettres. C'est important à souligner. Est-ce que c'est selon vous... Nous avons été honorés. Voilà. Est-ce que la France récompense les engagements de ceux qui incarnent son esprit, quel que soit leur médium d'expression ou leur origine, finalement ? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. Ouais. Non, moi, je pense que, en tout cas, pour ce qui a été cet honneur-là, pour moi, avec l'histoire que je vous ai racontée, mon histoire, qui était très algérienne. C'est la consécration pour vous, finalement. Un pays qui a fait la guerre à l'autre pays. Enfin, alors, on peut le voir comme une consécration, mais on peut le voir aussi comme un indice d'enracinement. C'est ça. C'est ça. Alors, ça récompense aussi vraiment un travail. Oui. Moi, je l'ai tout le temps vécu comme ça. C'est un travail. Bon, un engagement. J'ai été la première cinéaste d'origine maghrébine en France. Ce qui n'est quand même pas, c'est pas génial. Non, mais c'est pas rien. Mais surtout, vous avez ouvert les portes pour celles qui suivent. Donc on a, moi, quand je me suis lancée dans le cinéma, dans le documentaire, dans la fiction, on parlait d'humour aussi tout à l'heure. J'ai fait une série qui s'appelle Aïcha, qui s'est installée de l'autre côté du périph' au sein d'une famille où ça critique à fond nos comportements, parce que c'est ça aussi. Il faut faire à la fois rire de nous, rire de tout. On peut aussi rire de nos comportements. Et j'avais quand même assez peur. Voilà, la peur était là parce que j'allais être jugée d'abord par les miens. D'abord, quand je fais mon premier film. Et que j'apporte quand même aussi une forme de critique qui s'appelle mon documentaire Femmes d'Islam. Il fallait oser, il fallait le faire. Et surtout, on se sent très très seul, parce que j'ai eu en tout cas, bravo, parce que vraiment c'est un beau chemin, en sachant. Alors quand il y a eu quand on nous remet des quand vous avez un beau décorations comme ça,
on se dit bon, ça y est, on l'a fait. C'est pas pour rien. Et Jules, ça vous a fait quoi comme effet, vous, alors? C'est vite passé. Ouais. C'est comme les petits tests dans le nez avec le Covid. C'est sympa quand même. Ça frotte un peu, puis hop. D'accord. On l'oublie. Bon, et bien. Ça, c'est dit, voilà. Alors, c'est excellent ce soir. Hein. C'est vraiment le cas, en compagnie d'Yamina Benguigui et de Jules. Et on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est la dernière partie de C'est excellent où l'on parle vrai, vous le savez. Et tous les dimanches à 19h, on reçoit ceux qui incarnent l'excellence française. Nous sommes ce soir avec la réalisatrice et femme politique Yamina Benguigui et le dessinateur de presse et de BD Jules. Jules, on va parler un peu de votre actualité à vous, car le 23 octobre prochain, soit vendredi prochain, sort un nouveau tome des aventures de Lucky Luke avec HD au dessin. Je le montre pour mes auditeurs qui regardent la vidéo en ce moment. Alors là, vous êtes scénariste cette fois-ci. Ce nouvel ouvrage se nomme Un cow-boy dans le coton et il traite des thèmes de l'esclavage avec un Lucky Luke un peu perdu dans le sud des États-Unis. Ce sujet, vous l'avez choisi pour dénoncer l'Amérique de Trump et son racisme ambiant, ou c'était vraiment un sujet qui vous interpellait, qui vous intéressait à transmettre en tant qu'historien, par exemple? Moi, je suis pas tellement dans la dénonciation, et encore moins quand je fais des Lucky Luke. Le principe de cette reprise extraordinaire, moi, c'est mon 3e album de Lucky Luke, c'est d'être extrêmement fidèle à l'esprit de Maurice et Goscinny, c'est-à-dire d'être un album d'humour qui marche hyper bien pour les enfants. Pour leurs parents et pour les grands-parents, cette espèce de dimension transgénérationnelle qui fait qu'on adore Lucky Luke, et que ça reste extrêmement patrimonial. Il y a Tintin, Astérix et Lucky Luke. En gros, ce sont les 3 grandes figures de la BD franco-belge. Donc il y a ce rythme-là, l'action, du suspense, tout ça. Ça, c'est un peu le point de départ et ce qu'on doit respecter. Alors et le sujet, il y a eu beaucoup d'albums. Ça fait 72 ans que Lucky Luke existe. Et donc il ne faut pas se répéter, il ne faut pas rabâcher, il ne faut pas faire des vieilles recettes quand on prend Lucky Luke, parce que ce serait trop facile. Il faut être complètement à la fois nouveau, faire des Lucky Luke d'aujourd'hui, bien que fidèle à la tradition. Et pour ça, évidemment, ça passe par des sujets. Et un Lucky Luke réussi, très souvent, c'est enraciné dans une histoire réelle, dans des recherches sur la création du chemin de fer, la découverte du pétrole, ou des personnages ayant existé, Billy the Kid, Calamity Jane. C'est ce qu'on a fait aussi. C'est-à-dire, et en cherchant les thèmes, on s'est dit, mais en fait, c'est incroyable. Lucky Luke, ça se passe juste après la guerre de sécession. On a traité plein de communautés, les Chinois, les Irlandais, les Russes, les Anglais, mais les Noirs n'ont jamais fait d'apparition dans Lucky Luke en près de 80 albums. Donc on s'est dit, mais comment ça se fait? Les Noirs, quand même, c'est un des piliers de la culture américaine, et en plus autour de cette histoire de la guerre de sécession qui fait basculer vraiment dans la modernité pour le meilleur et pour le pire les États-Unis, et cette chose-là, on s'est dit mais bien sûr on va s'en emparer. Et alors vous traitez de Bass Reeves, je le montre aussi pour nos auditeurs, qui était le premier shérif noir en fait, et le seul ou pas? Alors pas exactement, c'est-à-dire qu'en cherchant justement cette histoire, on a plongé dans tous les clichés, dans tout ce qu'on connaissait sur le Sud. Ça fait rêver le Sud, et c'était génial de dessiner Lucky Luke. Dans le Bayou, il y a les Cajuns, qui sont ces francophones comme ça, oubliés depuis que Louis XIV a vendu la Louisiane, enfoncés dans le Bayou louisianais. Les grandes plantations de coton à la Autant on emporte le vent, avec les robes à crinoline, les grandes propriétés et tout. Et évidemment, le monde de l'esclavage et des enfants de l'esclavage, des Noirs dans les plantations. C'est douloureux, c'est compliqué. Et on ne pouvait pas juste le traiter de manière comme ça, superficielle. Et on a déniché, HD, le dessinateur, a trouvé ce personnage, Bass Reeves, effectivement, ce marshal noir mythique. C'était une légende de l'Ouest à l'époque. Le mec, il a arrêté près de 3000 personnes pendant toute sa carrière, près de 3000 gangsters. Il tirait des 2 mains. C'était un vrai héros à la Lucky Luke, à part il a vraiment existé. Il a une espèce de grande moustache comme ça. On a repris ce personnage pour dire, voilà, ça va être le compagnon de Lucky Luke. Parce que Lucky Luke, il connaît rien, il comprend rien. Le point de départ de cette histoire, Un cow-boy dans le coton, c'est quand même que Lucky Luke, il hérite, sans le vouloir, d'une fan inconnue, une vieille dame qui meurt et qui lui lègue une des plus grandes plantations de coton de Louisiane. Lucky Luke devient un grand planteur blanc esclavagiste. Alors lui, le cow-boy solitaire, il est un peu emmerdé. Alors il va pour redistribuer sa plantation, ça va pas se passer comme il veut. Et heureusement qu'il y a ce Bass Reeves qui a existé et qui l'accompagne. Et en cherchant tout ça, je me suis en sortant plein de documents et tout, on a vu que en fait les cow-boys, on imagine des blonds aux yeux bleus, des mecs un peu à la John Wayne, n'ont jamais vraiment existé. En fait, un cow-boy sur 5 dans l'histoire du Far West était noir, et presque tous les autres étaient hispaniques. C'était un boulot de chien payé $1 par jour. C'était vraiment les prolétaires des États-Unis. Donc si on pouvait faire autre chose que cow-boy, on le faisait. C'est vraiment le dernier choix. Alors justement, on le connaît tous. Quentin Tarantino nous a offert un Django Unchained. Franchement, j'y ai pensé plusieurs fois en lisant votre livre.
hein, qui traitent du même sujet, ce qui n'empêche pas le rire d'un bout à l'autre du film. Et c'est le cas ici aussi. Moi, je me suis marrée. Comment arrivez-vous à faire rire sur un sujet aussi brûlant? Parce qu'on parle quand même de choses graves. Voilà, il se trouve, en plus, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille dessus et ça sort en plein Black Lives Matter, en pleine élection américaine. C'est un pur hasard de calendrier, malheureux hasard en un sens, mais en tout cas qui fait vraiment résonner la thématique aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est difficile de faire rire autour d'un sujet aussi tragique, aussi cruel. Et je pense que c'est la raison pour laquelle finalement ça n'avait jamais été traité auparavant. Et en même temps, on avait une responsabilité. Aujourd'hui, c'est le moment, je dirais, historique de livrer aux enfants, aux adultes, quelque chose à dire sur cette histoire-là, cette mémoire de l'esclavage. Donc c'est encore une histoire de transmission. Oui, mais on voit à quel point c'est difficile. Il y a les polémiques sur les déboulonnages de statues. Ouais. Est-ce qu'on doit déprogrammer autant en emporte le vent? Le retitrage des 10 petits nègres, ça déchire la société française aujourd'hui. Dans tous les sens. Et on pédale un peu dans la semoule autour de tout ça. Ça crispe des gens qui ont des conflits de légitimité autour de tout ça. Et en fait, ce qui met finalement tout le monde d'accord, c'est qu'il faut créer une langue commune, une référence commune à tout le monde, quel que soit son milieu, son origine, sa classe sociale, son âge. Et ça, Lucky Luke est capable de ça. Parce qu'un Lucky Luke, même un Lucky Luke tout pourri, il va y avoir des millions de lecteurs, quoi qu'il se passe. C'est automatique. Donc, imaginez la responsabilité. Un Lucky Luke, ça reste dans les classes, c'est dans tous les CDI de France, c'est dans toutes les classes. C'est lu de génération après génération, on les lit dans les toilettes. Quelle responsabilité vous avez? Vous allez voir, ce Lucky Luke-là, il a déjà des têtes de gondole au Géant Leclerc, chez Auchan et tout. C'est pas que dans les librairies de Saint-Germain-des-Prés. Lucky Luke, c'est pour tout le monde. Et du coup, on parle de ça. Et comment faire rire avec ça? Parce qu'effectivement, il est hors de question de faire du Django Unchained, du Tarantino, qui est d'une brutalité, une espèce de sadisme un peu très drôle, complaisant, qui est drôle, mais qui est quand même trop brutal. Lucky Luke, c'est pas ça. On voit jamais de mort. Les enfants ne regardent pas Django Unchained. Voilà. En même temps, on va pas mentir. On va pas dire, on va pas faire repeindre en rose l'esclavage et la vie des plantations. Donc à la fois, il faut en parler, mais il faut trouver des biais. Et pourquoi on a réussi à faire un album vachement drôle? En fait, c'était compliqué, mais je me suis dit, mais en fait, c'est les Dalton qui vont nous aider. Parce que les Dalton, ils sont là dans cet album, dans tout l'album, ils courent après Lucky Luke. Parce que Lucky Luke, maintenant, il devient milliardaire. Alors, les Dalton veulent faire la peau de Lucky Luke et récupérer le magot, évidemment. Donc, ils y vont. Alors, eux, ils s'enfoncent, ils se retrouvent avec les crocodiles du bayou et tout. Et ils vont rien comprendre du début à la fin de l'histoire. Parce qu'ils vont voir les Cajuns, donc francophones. Ils vont être sûrs que c'est des Mexicains pendant toute l'histoire. Ensuite, ils se heurtent au Ku Klux Klan avec leur chapeau, leur tenue comme ça cérémonielle. Et ils sont sûrs que c'est des Indiens. Ils se disent, ils sont un peu pâles de peau, mais c'est vrai que c'est. Alors, ils leur parlent un peu en globi-boulga, comme ça, en croyant que c'est des Indiens. Vous bien comprendre, moi, quoi dire. C'est très drôle. Et tout ça, en fait, cette bêtise des Dalton, c'est un peu la nôtre aussi. Parce qu'en fin de compte, moi, je connaissais rien à cette histoire de l'esclavage, cette histoire des plantations. J'avais vu vaguement 2-3 choses, même en ayant étudié l'histoire. Voilà, on connaît pas. Et pourtant, c'est au programme. Des écoles aujourd'hui, on parle des professeurs d'histoire. Il y a aujourd'hui très important cette transmission-là, de cette mémoire. Et on ne sait pas par où le prendre d'ailleurs quand on est prof. Ça fait partie des sujets qui déclenchent des polémiques dans les classes, qui peuvent créer des plaintes, des choses comme ça. Justement, les accusations de racisme, les représentations physiques de toute cette histoire, c'est très difficile. Et donc, enfin, de pouvoir, avec cet album, donner quelque chose à tout le monde, aux classes et tout, et c'est marrant parce que le ministère de l'Éducation nationale et tous les gens qui sont, et puis il y a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est Jean-Marc Ayrault qui est à la tête de ça, Blanquer qui s'occupe de gérer l'éducation nationale, se sont emparés déjà de cet album en disant voilà un matériau qui va pouvoir nous servir parce que à la fois il est sourcé, il est sourcé historiquement, il y a une rigueur historique et en même temps c'est quand même marrant, c'est quand même une fiction et tout le monde l'aime en fait. Donc c'est une manière aussi d'apprendre aux jeunes à quelque chose de l'histoire mais de manière ludique. Ça vous parle ça? Oui, mais parce qu'on manque d'outils. On manque d'outils à l'école, mais ça c'est génial. Parce que alors là, ça vaut des années. Est-ce que vous pourriez faire un album Lucky Luke? Ce que j'adore, c'est que vous avez franchi un pas tout de suite à l'aise, c'est-à-dire qu'on sent l'égalité. Déjà au niveau de l'image, ils sont ensemble, ils sont le shérif noir, le cow-boy blanc. Ouais, je remonte la couverture. On n'est pas dans. On va raconter éternellement la soumission que nous connaissons, l'esclavage, mais la raconter déjà par ce prisme, par le biais d'un homme qui est libre. Voilà, et puis il y a la question de la visibilité.
En fait, dans la BD franco-belge, il n'y a pas de personnage noir positif, réellement incarné de héros et tout, il n'y en a pas. Non. Le dernier album, qui date il y a plus de 70 ans, 80 ans, c'est Tintin au Congo, qui est un album magnifiquement dessiné, culte totalement dans l'histoire de la BD, raciste, mais totalement problématique, parce que vraiment, avec le point de vue raciste de l'époque, on peut le contextualiser, et c'est ce qui est généralement fait. Il ne s'agit pas de censurer Tintin au Congo, mais en revanche... j'ai discuté notamment avec Jean-Pascal Zadi, qui est le réalisateur qui a fait Tout simplement Noir. Oui, tout à fait. Le film qui a eu un succès incroyable cet été, qui a trouvé un public justement qui n'avait pas de discours sur toutes ces questions justement de représentation, d'invisibilité des Noirs dans la culture en France, pas seulement dans la sphère politique. Avec un regard aussi sur la communauté. Avec une autocritique, un truc, c'est un film très fandard. Et lui, en fait, a lu cette BD. Vous savez, c'est la première BD qu'il avait lue depuis qu'il avait genre 7 ans à cause de Tintin au Congo. On lui avait donné Tintin au Congo, sa sœur lui avait donné. Il a été horrifié par le livre, ça l'a traumatisé. Il a dit je ne lirai plus jamais de bande dessinée. Et voilà toute une partie de la population qui était exclue de tout ça. Et en fin de compte, ça permet de redonner aussi des modèles, des figures héroïques et d'avoir une représentation de tout ça, à la fois sérieuse, historique, et puis sans être dans le pathos, dans la grandiloquence, dans une forme de simplicité élémentaire. Il était un peu temps que ça arrive, quoi. Je suis bien d'accord. Alors, on n'a plus que très peu de temps, donc il y a une question que je pose à tous mes invités, et je voudrais que vous y répondiez assez succinctement tous les deux, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est l'excellence française ? L'excellence française, c'est un slogan. Yamina Benguigui, c'est un slogan. C'est un slogan. Je ne pensais pas qu'il y a un esprit français à défendre justement là-dedans. Non, mais l'excellence française, c'est quelque chose qui est très français. Oui. C'est quelque chose aussi de très chic. Ça fait partie des choses, quand on a des origines comme moi... c'est un art de vivre en fait. C'est un art de vivre, c'est assez chic et surtout ça met un projet. On le tire vers la lumière, vers l'excellence à la française. L'excellent français, c'est ça. C'est français. Jules, ça fait partie des... Qu'est-ce que c'est l'excellence française pour vous ? Alors moi, j'ai pas non plus préparé du tout la réponse, mais je reviendrai à cette idée de terroir. C'est-à-dire, en fin de compte, n'importe quoi planté dans l'excellence française devient français. Et en fait, il n'y a pas besoin de taper sur la tête des gens à coups de marteau pour leur inculquer des valeurs françaises, de leur apprendre, qu'ils ne sont pas obligés d'apprendre la discographie de Michel Sardou par cœur. Non. En fait, c'est des petites choses infimes, peut-être éventuellement un peu plus qui sont naturelles. C'est comme une plante, vous voyez, l'excellence française, c'est l'enracinement dans l'humus de toute cette histoire, dans toute cette profondeur, qui est une profondeur. Il y a un mot d'Édouard Glissant qui est la créolisation. La France, c'est quand même un carrefour. Comment est-ce qu'on arrive à être aussi latin et aussi nordique simultanément ? C'est incroyable. Juste géographiquement, la France, ce carrefour-là, ça a créé... Pourquoi ? C'est pas qu'il n'a pas créé que du vignoble. Il y a aussi des gens qui ont poussé comme des cèpes de vigne un peu tortueux, qui ont eu des histoires parfois douloureuses, qui font partie de leur goût, qui leur donnent leur tanin, qui leur donnent leur profondeur. Cette chose-là, on la retrouve dans la population française, dans sa myriade de facettes, de visages. Et c'est parce qu'elles se sont nourries du même air, du temps, comme ça, par le haut, de ce même soleil, de ce même humus. Et puis voilà. L'excellence française, c'est son exception, en fait. Et n'importe quelle graine, apportée de partout, parce que là, je suis pas en train de dire, c'est le droit du sol ou je ne sais quoi. C'est n'importe quelle graine flottée, portée par le vent, peut tout d'un coup tomber là et s'épanouir et trouver finalement une vie nouvelle. Merci à tous les deux. On finira sur ces bons mots. Yamina Benguigui et Jules, merci d'être passés par les studios de Sud Radio et surtout prenez soin de vous tous les deux. Merci à tous de votre fidélité à cet excellent. Nous nous retrouvons évidemment le dimanche qui vient pour écouter de nouveaux destins engagés. Et pour ceux qui écouteraient la radio un peu tôt, je serai avec Benjamin Glaise pour la matinale de vendredi prochain. Merci aux réalisateurs de cette émission, Quentin Cabanis, et à Lara et Arthur au web, ainsi qu'à toutes les équipes de Sud Radio. Vous pouvez réécouter cet excellent en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de votre radio préférée. Sud Radio, évidemment. Bisous à vous. C'était excellent.